Bienvenue sur Rencontre avec l'Histoire. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir une figure clé de la politique britannique au début de la Seconde Guerre mondiale, Neville Chamberlain. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. En septembre 1939, après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, le Royaume-Uni déclare la guerre. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Qu'avez-vous ressenti personnellement en tant que Premier ministre? Jeune demoiselle, ce fut sans doute le moment le plus difficile de ma carrière. Lorsque j'ai pris la parole à la radio pour annoncer que nous étions officiellement en guerre, le 3 septembre 1939, c'était avec un poids immense sur les épaules. J'avais tout fait pour éviter cela, notamment avec les accords de Munich en 1938, dans l'espoir que nous pourrions maintenir la paix. Mais en voyant l'Allemagne envahir la Pologne, il n'y avait plus de doute possible. Hitler n'avait jamais eu l'intention de respecter ses engagements. Vous parliez souvent de l'importance d'éviter la guerre à tout prix, mais qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers la guerre, malgré vos efforts? L'invasion de la Pologne fut une ligne rouge pour nous. Nous avions promis à la Pologne de la soutenir en cas d'agression allemande, et il fallait tenir cette promesse. L'idée que l'apaisement puisse encore fonctionner était désormais illusoire. Nous ne pouvions plus reculer. Après cette déclaration de guerre, il n'y a pas eu d'attaque majeure tout de suite. Pourquoi cette période d'attente a-t-elle été si longue, alors que tout le monde s'attendait à des combats immédiats? Très bonne question. Ce qu'on appelle aujourd'hui la drôle de guerre était en fait une période de préparation stratégique. Nous étions en position défensive. La France se reposait énormément sur sa ligne Maginot. Et nous avions envoyé notre British Expeditionary Force pour soutenir les Français. Mais notre armée n'était pas encore prête à lancer une grande offensive contre l'Allemagne. Était-ce une erreur de rester sur la défensive? Certains disent qu'une attaque plus tôt aurait pu changer la donne. Avec le recul, c'est facile à dire. À l'époque, nous pensions que l'Allemagne hésiterait avant de s'engager dans une guerre d'usure. Notre stratégie était d'éviter une guerre frontale immédiate, car nous devions renforcer nos défenses, notamment aériennes et navales. Il s'agissait d'une course contre la montre, pour mobiliser notre industrie de guerre. Les souvenirs de la Première Guerre mondiale nous poussaient à la prudence. Mais pendant ce temps, en France, les troupes se retrouvaient inactives. Comment cela a-t-il affecté leur morale et celui des Britanniques stationnés sur le front? L'attente était difficile pour les soldats sur le terrain. Ils étaient là, prêts à se battre. Mais il n'y avait aucune action. Cela a conduit à une certaine lassitude, voire de la frustration. En Angleterre, le public s'attendait aussi à une guerre immédiate. Donc, le calme apparent rendait la population nerveuse. On se demandait quand et où le premier coup de feu serait tiré. Parlant de l'Angleterre, à Londres, la population vivait sous la menace constante de bombardements. Pourtant, les premières attaques n'ont pas eu lieu immédiatement. Comment les civils se sont-ils préparés à cette guerre qui semblait imminente, mais tardait à se manifester? Ah oui, la menace des bombardements était bien réelle. Dès les premiers jours de la guerre, nous avons mis en place des plans d'évacuation pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. On les envoyait dans les campagnes, loin des grandes villes qui, selon nous, allaient devenir des cibles prioritaires. Le gouvernement a distribué des masques à gaz et a instauré des blackouts stricts. J'imagine que cela devait créer une tension immense. Comment les Londoniens ont-ils réagi à cette préparation permanente à un danger qui ne venait pas? Les Londoniens sont résilients, mais c'était une période très stressante. Imaginez vivre dans une ville plongée dans le noir chaque nuit, avec des rumeurs de bombardements imminents, mais rien ne se passe. Beaucoup étaient nerveux, mais il y avait aussi un sentiment de camaraderie. Les abris anti-bombes, par exemple, étaient souvent des lieux de rassemblement communautaire. L'humour britannique jouait aussi un rôle important pour atténuer cette tension. L'humour pour tenir face à la peur, c'est tellement typique. Mais au-delà du moral, était-ce suffisant pour maintenir l'unité du pays pendant cette attente? L'humour a aidé, mais les gens voulaient de l'action. Le calme devenait insupportable pour certains, car personne ne savait vraiment ce que Hitler préparait. Nous étions tous sur le qui-vive, en attendant ce qui semblait être une tempête imminente. Ce fut une période d'incertitude totale. La première action notable pour la Grande-Bretagne pendant cette drôle de guerre a eu lieu en mer. Il y a eu des pertes importantes, comme le HMS Courageous et le HMS Royal Oak. Quelle était la situation sur le front naval à ce moment-là? Oui, la mer du Nord et l'Atlantique étaient déjà très actifs. Les sous-marins allemands ou U-boats étaient une menace constante pour nos navires. Le HMS Courageous a été coulé dès le mois de septembre 1939 par un U-boat. Ce fut un choc pour nous tous, car il s'agissait d'un navire clé dans notre flotte. Puis, en octobre, le HMS Royal Oak a été coulé dans le port de Scapa Flow, un événement encore plus dévastateur. J'imagine que cela a renforcé les critiques de Churchill à votre égard, non? Absolument.
Winston Churchill, qui était alors Premier Lord de l'Amirauté, plaidait depuis longtemps pour une approche plus agressive contre la Kriegsmarine. Il prônait des opérations plus ambitieuses contre les Allemands, comme l'opération Catherine, qui visait à intercepter leurs convois en Scandinavie. Il était convaincu que nous devions frapper les premiers. Mais cette approche divisait l'opinion, car cela comportait aussi des risques majeurs. Comment gérez-vous cette tension avec Churchill, notamment face à l'opinion publique qui devenait de plus en plus impatiente? Churchill et moi avions des visions différentes, c'est vrai. Il voulait une guerre plus active, plus directe. J'étais d'avis qu'il fallait gagner du temps pour renforcer nos forces. Malgré nos différences, je reconnaissais son talent pour galvaniser le pays. Lors des réunions du cabinet, il pouvait être persuasif, mais aussi très critique. Il y a eu des moments de désaccord, mais nous avions tous les deux à cœur de défendre la Grande-Bretagne. En avril 1940, l'invasion de la Norvège par l'Allemagne fut un tournant. Les efforts britanniques pour soutenir la résistance norvégienne ont échoué. Que s'est-il passé et quelles en ont été les répercussions pour votre gouvernement? L'invasion de la Norvège fut un désastre pour nous. Nous avions sous-estimé la rapidité de l'offensive allemande. Lorsque nous avons tenté d'intervenir pour soutenir les Norvégiens, nous étions déjà dépassés par les événements. En plus de cela, nous avons commis des erreurs tactiques. Nos troupes sont arrivées trop tard et nous n'avions pas suffisamment de navires pour rivaliser avec la flotte allemande dans ces eaux glacées. Cela a dû être un coup dur, pour vous et pour votre gouvernement. Comment avez-vous géré ce choc, politiquement et personnellement? Oui, ce fut un coup dur, tant sur le plan militaire que politique. L'échec en Norvège a exacerbé les critiques à mon encontre, notamment celles de Churchill et d'autres membres du Parlement. Les débats sont devenus de plus en plus virulents, et la confiance dans ma capacité à mener le pays pendant la guerre a commencé à s'effriter. Politiquement, cela a conduit à ce que l'on appelle parfois le débat de Norvège, qui a ouvertement remis en question mon leadership. Le débat de Norvège. Vous faisiez face à une vague de critiques de tous bords politiques. Comment avez-vous vécu ces moments? C'était une période extrêmement difficile. Certains membres de mon propre parti ont commencé à se distancer de moi, et dans les débats au Parlement, la pression était palpable. Même parmi mes proches alliés, il y avait des voix qui s'élevaient pour dire que j'avais peut-être fait mon temps et qu'il fallait une nouvelle approche pour mener la guerre. Personnellement, je savais que ma position était de plus en plus précaire. Parlons un peu plus de Churchill. Vous l'avez mentionné plusieurs fois comme un conseiller clé, mais aussi un critique. Quel était exactement votre rapport avec lui durant cette drôle de guerre? Churchill et moi avions une relation complexe, fondée sur un mélange de respect mutuel et de désaccords stratégiques. En tant que Premier Lord de l'Amirauté, il était responsable de la Royal Navy et il jouait un rôle crucial dans la défense de la Grande-Bretagne. Son style était très différent du mien. Il était plus impulsif, plus combatif. Parfois, il poussait pour des actions immédiates et décisives, alors que moi, je prônais une approche plus mesurée. Vous vous complétiez en quelque sorte? Oui, on peut le dire comme ça. Il est vrai que nos approches étaient différentes, mais Churchill avait une capacité incroyable à inspirer et à motiver. Lors de nos discussions, il ne manquait jamais de souligner que le peuple britannique devait être préparé à une guerre longue et difficile. Il était convaincu que nous devions prendre des initiatives offensives dès le début, tandis que je pensais que la prudence était de mise, surtout au vu de nos ressources limitées à ce moment-là. Mais cette divergence a fini par vous coûter votre poste, non? La pression devenait insoutenable après l'échec de la Norvège. Exactement. La Norvège fut un point de rupture. Les critiques, non seulement de Churchill, mais aussi du public et des autres membres du Parlement, étaient devenues trop nombreuses pour que je puisse continuer. Le gouvernement avait besoin d'un nouveau souffle, d'un leader capable de rallier le pays autour d'une stratégie plus offensive. En mai 1940, j'ai pris la décision de démissionner. Vous avez démissionné, et Churchill vous a succédé en tant que Premier ministre. Comment avez-vous vécu cette transition de pouvoir et comment se sont déroulés vos derniers échanges avec Churchill à ce sujet? C'était une transition inévitable, et je savais que c'était la meilleure chose pour le pays. Churchill avait un talent extraordinaire pour inspirer confiance en temps de crise, et c'était ce dont la Grande-Bretagne avait besoin à ce moment-là. Lors de notre dernière discussion, avant que je ne cède ma place, il m'a dit « Neville, nous sommes peut-être en désaccord sur les moyens, mais nous avons toujours partagé le même objectif, sauver notre pays. » Et il avait raison. Vous avez donc quitté votre poste avec la conviction que Churchill serait l'homme de la situation? Oui, j'étais convaincu qu'il était le bon homme pour mener la Grande-Bretagne dans la tempête qui s'annonçait. Je suis resté dans le gouvernement de guerre pour continuer à soutenir l'effort de guerre sous sa direction. Et nous avons collaboré de manière constructive. Bien sûr, il y avait des différences, mais nous avons toujours travaillé pour le même objectif. Ce respect mutuel est assez impressionnant, surtout dans un contexte aussi tendu.
Comment avez-vous ressenti l'ascension de Churchill auprès du public, surtout en comparaison à vos dernières semaines au pouvoir? Churchill avait une capacité unique à captiver et à galvaniser l'opinion publique. Alors que moi je représentais une figure plus sobre, Churchill était une force de la nature, capable de mobiliser les masses avec ses discours puissants et son optimisme inébranlable. Il était exactement ce dont le peuple britannique avait besoin, et j'étais heureux de voir que le pays se rassemblait derrière lui. En rétrospective, comment évaluez-vous cette période de la drôle de guerre? Certains diront que c'était une période de passivité stratégique. Quels sont, selon vous, les succès et les échecs de cette période? C'est une question difficile. La drôle de guerre est souvent critiquée comme une période d'inaction, mais je crois que nous avons fait ce que nous pouvions avec les ressources et les informations disponibles à ce moment-là. Le plus grand échec, je pense, fut de sous-estimer la vitesse et la brutalité de la Blitzkrieg allemande. Nous avions pensé que la guerre serait plus longue et que nous aurions plus de temps pour nous préparer. Ce n'était pas le cas. Y a-t-il des choses que vous feriez différemment avec le recul? Avec le recul, je pense que nous aurions dû être plus agressifs dès le début, notamment en mer et en Scandinavie. Peut-être aurions-nous pu mieux contrer l'offensive allemande en Norvège si nous avions été plus réactifs. Mais il est facile de juger les décisions après coup. À l'époque, nos priorités étaient de protéger le pays et de renforcer nos défenses. Une dernière question, monsieur Chamberlain. Après votre démission, vous êtes resté dans le gouvernement. Comment avez-vous contribué à l'effort de guerre après mai 1940? J'ai continué à travailler au sein du cabinet de guerre jusqu'à ma mort, quelques mois plus tard. Je me suis concentré sur l'organisation intérieure et la préparation aux bombardements massifs qui allaient bientôt toucher Londres et d'autres villes. Bien que je n'étais plus en première ligne, je tenais à faire ma part pour soutenir Churchill et le peuple britannique dans cette lutte pour la survie de notre nation. Merci beaucoup, monsieur Chamberlain, pour cet entretien fascinant. Vous avez su nous donner un éclairage unique sur une période souvent mal comprise de la Seconde Guerre mondiale. Cette drôle de guerre, avec son calme apparent, cachait en réalité des décisions stratégiques cruciales et des tensions politiques intenses. Merci, jeune demoiselle. J'espère que cette discussion aidera à mieux comprendre les défis auxquels nous faisions face à l'époque et les choix difficiles que nous avons dû